Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est trop contents parce qu'on reçoit aujourd'hui Margot qui va se présenter pour parler d'un sujet qui a été pas mal demandé d'ailleurs. Oui. Et du coup, on est trop contents. Et qui est très important. On va aborder des sujets pas si connus que ça. Parce qu'en fait, finalement, quand on sort aussi de ce qu'on connaît, c'est pas quelque chose de très connu, ce dont on va aborder. Connu, mais beaucoup de clichés, quoi. Voilà. Je vous fais un petit disclaimer direct. On va aborder plein de notions aujourd'hui dans ce podcast. Margot va vous en dire davantage après et se présenter. C'est important de bien écouter l'épisode pour pouvoir bien comprendre tout ce qu'on va développer ici, parce que y a des choses qui peuvent vous poser des questions sorties de leur contexte. Je vous invite à bien écouter tout ce qui va se passer. Et puis, bonjour à toi, Margot. Salut Margot. Bonjour à tous et à toutes. Et merci de me recevoir pour cet épisode. Donc moi, je m'appelle Margot Eisenblätter et je suis psychologue clinicienne spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Je travaille actuellement au CHU de Montpellier dans un service de psychiatrie adulte, plus précisément un service de consultation TOC. Donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai ce poste que j'ai actuellement, où je rencontre en fait que des personnes qui viennent me consulter pour des problématiques de type trouble obsessionnel compulsif. Donc vous avez le thème de l'épisode d'aujourd'hui. On va énormément parler de ça avec toi. Voilà. Et de comment, d'un peu qu'est-ce que c'est, parce que c'est quelque chose de peu connu. Et donc voilà, un peu qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tout ça? Déjà, je trouve que ce qui est intéressant dans le TOC, c'est que pas mal des difficultés qu'on retrouve dans le TOC, c'est des choses qu'on peut expérimenter aussi quand on n'est pas forcément concerné par les troubles obsessionnels compulsifs à proprement parler. Il y a plein de phénomènes qui font à la fois partie du normal et qui, quand elles sont un petit peu poussées à l'extrême ou qu'elles arrivent au-delà d'un certain seuil, c'est là où on va constater qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du TOC. Mais donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc, je vous encourage à rester, même si vous n'avez pas forcément de TOC. Oui, de toute façon, globalement, dans les psychopathos, c'est toujours une histoire de continuum sans développer des troubles. En fait, c'est des fonctionnements normaux, mais qui deviennent dysfonctionnels. C'est vrai que c'est important cette notion que tu introduis là, parce que c'est quelque chose qui peut vite déculpabiliser aussi des gens et déjà faire du bien quand on commence à expérimenter des choses complexes. Finalement, de se rendre compte que tout le monde a ces difficultés, ça aide. Alors, comment on pourrait définir le TOC, déjà, si on peut commencer? Pour définir le TOC, je dirais tout simplement, déjà, tout s'entend dans le nom, trouble obsessionnel compulsif. On va parler de 2 symptômes principaux. Donc, d'une part, les obsessions et d'autre part, les compulsions. Les obsessions, c'est des pensées, en fait, qu'on va expérimenter de manière répétée et intense, qui vont venir faire intrusion dans la pensée et qui vont généralement être vécues avec beaucoup de détresse parce qu'elles sont, en principe, enfin pas toujours, on va dire en désaccord avec notre système de pensée habituel. Donc elles vont un peu dénoter par rapport à notre personnalité, par exemple. Voilà. Donc T'aurais des exemples déjà un peu d'obsession qu'on pourrait retrouver? Donc il y a plusieurs thématiques qui sont assez courantes, mais ça peut prendre toute forme. C'est ça qui est particulier. Par contre, il y a des thématiques qui sont quand même assez récurrentes. On va avoir par exemple des obsessions sur la contamination. On va trouver que certains objets sont particulièrement sales, porteurs de microbes. Voilà, ça peut être une obsession, donc une pensée qui nous dit « Ah tiens, là, c'est sale, y a des microbes ». Mais ça peut être plein d'autres thématiques sur la santé. « Ah tiens, peut-être que là, il y a quelque chose qui cloche, je suis peut-être malade, j'ai peut-être un cancer. » Voilà, ça peut toucher toute problématique. Ce qu'on appelle l'hypocondrie notamment. C'est ça. Tout ce qui est hypocondrie, etc. C'est du TOC. C'est du TOC à la fois, et je me demande si c'est pas un peu aussi du trouble anxieux généralisé. C'est un peu hybride entre les deux. C'est une inquiétude, obsession, on va dire. C'est quelque chose d'un peu hybride, mais c'est souvent un peu comme ça. Mais bon, tu parles des obsessions. On voit bien que le thème d'une obsession, c'est des pensées que déjà, on peut tout savoir. Enfin, qui n'a pas déjà touché un objet ou se dire
ah c'est un peu sale, Oui, de ouf. ou qui n'a pas déjà eu peur de tomber malade ou de sentir quelque chose dans son corps et de se demander. Et effectivement, juste pour préciser un peu, mais après on reviendra de toute façon sur les différentes thématiques de TOC, on va détailler tout type d'obsession qu'on peut avoir, etc. On va revenir dessus. Quand le TOC vient de nous dire « Ah tiens, c'est sale », il y a des objets qui sont vraiment sales, on est bien d'accord, mais c'est souvent là, dans le cadre du TOC, des objets qui sont couverts d'une saleté, on va dire, un peu invisible ou visible seulement pour le TOC, quoi. Et comme tu disais, en plus dans l'obsession, c'est vraiment quelque chose d'intense, répétitif, intrusif. Et sur lequel il y a peu de contrôle. Il n'y a pas, justement, ouais, exactement. Il y a cette idée de c'est vécu comme intrusif et on a du mal, voire c'est impossible en fait finalement de les contrôler et de les supprimer. Alors c'est souvent ce que la personne essaye de faire en fait, parce qu'elles viennent, comme je disais, nous déranger pas mal, quoi. Donc on a l'obsessionnel, donc des troubles obsessionnels, et après donc Lilou, il y a autre chose. Tu disais donc. La compulsion. Donc, la compulsion, c'est les comportements qui peuvent être ritualisés, répétés, qui viennent se présenter comme des solutions, on va dire, aux obsessions. Puisque je vous disais, les obsessions, elles sont accompagnées de détresse, d'émotions un peu pénibles, comme l'anxiété, donc, ou la peur, c'est celle qu'on retrouve le plus, mais il y en a d'autres, la culpabilité, le dégoût, etc. Et donc, c'est un peu pénible. Et la compulsion, c'est la solution qu'on trouve quand on a un TOC pour diminuer cette détresse émotionnelle-là et donc revenir à un état émotionnel neutre. Est-ce que la compulsion est forcément ritualisée ? Pas forcément. Parce qu'il y a souvent cette croyance-là. Il y a beaucoup de stéréotypes sur les TOC. On voit même dans des émissions, etc. C'est toujours des... très typique, etc. Et il y a souvent ce côté rituel et on a souvent la sensation que TOC égale rituel. Ouais, c'est ça, que TOC égale rituel ou que TOC égale répétition. Donc c'est le cas dans pas mal de situations, mais c'est pas toujours le cas. Donc ce côté ritualier, ça va être par exemple les personnes qui sont concernées par le TOC de contamination, qui vont peut-être se laver de manière ritualisée avec des produits, je sais pas, on va dire un savon antiseptique, et je commence par le haut, je termine par le bas. Je fais ça 3 fois et après je me rince, je refais un dernier coup, puis je me rince, et c'est toujours la douche est comme ça pour que je me considère comme propre. Donc ça, c'est le côté un peu ritualisé. Et le côté répété, donc ça va être par exemple dans les clichés, ou ce qui est le plus représenté dans les médias, ça va être les personnes qui vont passer plusieurs fois une porte ou se relever et s'asseoir plusieurs fois. Il faut savoir que c'est pas... je répète pas le comportement juste pour le plaisir de répéter. Il y a une logique, une pseudo-logique. De toute façon, le TOC, il répond à une logique que la raison ignore, quoi. Donc, une pseudo-logique qui se cache derrière tout ça et qui justifie le fait que je répète mon action plusieurs fois. Souvent, on a la sensation que c'est dénué de sens, ou en tout cas, les gens de l'extérieur disent ça, mais finalement, quand on creuse et quand on regarde ce qui se passe, c'est pas si déconnant que ça, en fait, d'adopter une compulsion. Alors, peut y avoir cette idée dans le TOC, par exemple. Donc, il y a des pensées, comme je disais, qui vont venir déranger, des obsessions, des compulsions qui peuvent se présenter comme des pseudo-solutions à l'obsession. Ça va être de remplacer la pensée par une autre. Donc, par exemple, de remplacer une pensée considérée comme négative par une pensée positive. Je vais par exemple me coucher et poser ma tête sur mon oreiller, et il faut que pendant que je pose ma tête sur l'oreiller, j'ai une pensée positive pour annuler la pensée négative. À ce moment-là, la personne peut être amenée à répéter cette action plusieurs fois en essayant de contrôler la pensée, parce que les premières tentatives se sont soldées par un échec. J'ai pas réussi à contrôler ma pensée, j'ai pas réussi à mettre la pensée positive comme il le fallait, et donc je dois répéter le geste. Ouais. Et donc elle le répète autant de fois. C'est ça. Jusqu'à ce qu'elle estime que c'est bon et que le doute soit suffisamment levé finalement. C'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Il y a d'autres raisons. Ça peut être aussi, en fait, je répète l'action jusqu'à qu'elle soit juste comme il faut. Ça, c'est un des types de TOC qu'on va détailler tout à l'heure. Jusqu'à qu'elle soit effectuée de la bonne manière, qu'elle soit mise en place juste comme il faut. Il y a un indicateur qui va venir justement signaler que c'est bon, c'est fait comme il faut, mais c'est un espèce parfois, par exemple, de déclic intérieur où je sens que ça y est, là, c'est comme il faut. Jusqu'à que ça arrive, on peut avoir plusieurs tentatives aussi. Ou alors le juste comme il faut, donc il y a ce déclic intérieur, mais ça peut aussi être, il faut que, je sais pas, je pose ma brosse en effectuant je dis n'importe quoi comme exemple, mais je pose ma brosse à cheveux en effectuant le bon geste, et ce bon geste, il est tellement caractérisé par des variables précises qui sont presque inatteignables, et donc je me retrouve à essayer de le faire plein de fois jusqu'à que ce soit bon, quoi. Et c'est là où du coup la compulsion se met en place. C'est ça, la compulsion. La compulsion, c'est le geste, effectivement.
Voilà, et en général, c'est tellement précis que quand je m'arrête, c'est pas que ça y est, c'est fait comme il faut, c'est que en fait, ça y est, ça fait 1 heure. C'est apaisé. J'en ai trop marre, quoi. Ah, ok, donc c'est même plus. Ok, c'est plus j'en ai marre. Ouais. Ok. Et dans le côté compulsion, il y a ce côté irrépressible, incontrôlable, et je peux pas m'en passer. C'est ça. Ok. En fait, comme je vous disais, l'obsession, elle est accompagnée d'une émotion pénible. Pour reprendre l'exemple du TOC de contamination, donc j'ai touché un objet que je considère comme, que le TOC plutôt considère comme étant sale. Je vais avoir de la détresse émotionnelle en réponse à ce qui vient de se passer. Je vais avoir une montée de peur, par exemple. Et en fait, la nature même de l'émotion qui est pénible, c'est... Enfin, l'émotion s'accompagne souvent d'une tendance à l'action, justement, qui a pour but de neutraliser l'émotion. Neutraliser, c'est-à-dire diminuer l'intensité de l'émotion pénible. Et ça fait partie de la nature même de l'émotion. Je ne sais pas si, quand on essayait de vous mettre dans une situation où vous êtes senti un peu émotionnel, il y a souvent cette espèce d'impulsion à l'action, de tendance à l'action. On a envie de mettre en place quelque chose qui accompagne l'émotion et qui fait partie, en fait, finalement, de l'émotion. Et en fait, quand j'ai peur, donc il me semble donc que vous en avez déjà parlé dans un podcast, que l'émotion s'accompagne d'une tendance à l'action qui est fight or flight. On dit les trois F, fight, flight ou freeze. Et donc, en fait, on a... attaque, défense ou on bouge pas. Ouais. En gros, j'ai peur, soit j'attaque, soit je fuis, soit je me sidère, en fait. C'est ça, absolument. L'émotion, pour permettre la mise en place de cette action efficace dans la situation, je vais avoir toute une succession de réactions physiologiques qui me préparent à l'action. Il y a vraiment cette idée de tendance à l'action, de préparation à l'action. Et en fait, j'ai envie de mettre en place quelque chose pour neutraliser mon émotion. Et ça, c'est ce qui se passe en fait dans une situation TOC. Je me sens émotionnelle et c'est cette émotion qui me pousse à mettre en place un comportement pour neutraliser l'émotion et revenir à un équilibre homéostatique. Je ne sais jamais si on dit homéostatique ou homéostasique. En tout cas, un état de tranquillité de base. Un équilibre émotionnel, une neutralité. Et du coup, tu disais un truc hyper important, c'est que tu disais il y a une vraie logique derrière ça, parce que souvent la croyance qu'on a aussi, c'est que les personnes vont exagérer ou faire des choses qui sont dénuées de sens. J'avais par exemple une patiente qui avait une obsession donc plutôt de danger pour sa famille. Donc elle avait cette sensation que si elle ne faisait pas des gestes dans le bon ordre le soir avant d'aller se coucher, il y allait arriver un malheur à sa famille. Ce qu'il faut comprendre, donc effectivement, quand on regarde la scène de l'extérieur, quand on n'a pas de TOC, ça peut paraître étrange de voir une personne qui met des choses spécifiques, qui recommence et qui s'inquiète énormément. Mais dans la tête d'une personne qui souffre d'un TOC, si vous étiez persuadé que si vous ne faites pas ça, vos proches vont avoir un malheur, finalement, c'est plutôt rationnel que de mettre des choses en place pour pas qu'ils aient de problèmes. Absolument, parce que finalement, on n'a accès qu'à ce qu'on voit. Oui. Donc, on peut s'imaginer que le TOC, c'est juste répéter des gestes un peu sans logique derrière, mais effectivement, le TOC a sa propre logique. Et quand on met en place la compulsion, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que la compulsion, elle peut être observable, comme on le disait, donc effectuer un comportement qu'on peut voir de l'extérieur ou mental. On peut effectuer des actions dans la tête. Justement, quand j'utilisais l'exemple de contrôler la pensée, de la remplacer par une pensée positive, par exemple, ça, c'est une compulsion mentale. C'est pas parce que c'est dans la tête, souvent on fait le mélange, que c'est une obsession. Dans la tête, on a les obsessions, mais on peut avoir des compulsions. Donc voilà, ça me permet d'introduire ça. J'avais une patiente comme ça qui devait dire les bons prénoms en fonction de si elle allumait, éteignait la lumière, ce genre de choses-là. Donc effectivement, c'était des compulsions mentales, mais qui du coup, on fait bien la différence avec une inquiétude ou du doute, où il n'y a pas de scénario catastrophe. Enfin, le scénario catastrophe est associé à cette compulsion, mais là, on voit bien que c'était vraiment une compulsion parce que c'est une action, en fait. Parce que même si c'est dans la pensée, c'est quand même un comportement qu'on met en place. Ça. Voilà, c'est l'obsession, elle est mentale et elle est intrusive. La compulsion mentale, c'est une action que je mets en place dans laquelle je m'engage volontairement pour diminuer la détresse associée à l'obsession. Elle n'est pas intrusive, la compulsion. Pour essayer de bien comprendre, si vous n'arrivez pas à suivre vous qui écoutez, en gros, l'idée, c'est qu'il y a une situation qui va déclencher du coup une émotion, une détresse, en gros, c'est ça? Ou c'est plutôt l'obsession en premier? Donc voilà, ça déclenche l'obsession, qui va déclencher la détresse. Cette détresse renforce l'obsession. Et c'est de là, en fait, quand il y a tout ce cheminement qui commence à se mettre, qu'on va commencer à mettre en place un rituel. C'est ça. Okay, une compulsion. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que cette compulsion,
elle va à court terme réduire l'émotion, donc réduire ce que tu disais, la peur. Et du coup, par apprentissage, le cerveau va se dire, ok, bah cool, quand j'ai une obsession et que je fais ça, ça me calme. Donc il faut que je fasse ça tout le temps. Ça renforce l'apprentissage. Et puis ça renforce l'idée que heureusement que je l'ai fait, parce que si mon scénario catastrophe ne se produit pas, c'est bien parce que j'ai fait cette compulsion-là. Enfin, en tout cas, c'est l'apprentissage qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Absolument. Donc si je peux me permettre de résumer à nouveau, on a la situation qui vient déclencher des obsessions. Donc situation, par exemple, je rentre chez moi après ma journée de travail. Obsession, je suis entièrement sale et entièrement contaminée, puisque finalement, pendant toute ma journée de travail, j'ai été en contact avec des objets sales et contaminés selon mon TOC. Ça, c'est l'obsession. Je suis entièrement sale, je suis entièrement contaminée. L'obsession peut ou non s'accompagner d'un scénario catastrophe, donc c'est 2 choses différentes. D'accord, ça c'est important aussi. Voilà, le scénario catastrophe qui peut être, par exemple, je vais contaminer l'intérieur de chez moi et contaminer mon enfant, et il risque peut-être de tomber malade, etc., etc. Donc ça, c'est le scénario catastrophe qui peut ou non être présent, hein, j'insiste là-dessus. Ce scénario catastrophe et l'obsession sont anxiogènes, donc vont déclencher une montée de détresse. Et quand je suis là-haut, en détresse, je vais avoir envie de mettre en place mes compulsions, donc mes fausses solutions au scénario catastrophe et aux obsessions pour neutraliser la détresse et revenir à l'équilibre émotionnel. C'est ça qui se passe. Si on fait un raccourci, dans le cerveau, ça fait « je rentre du travail ». Mon enfant risque de tomber malade et potentiellement mourir, on peut comprendre que la personne, elle en vienne à mettre des compulsions. Enfin, si on fait un... Oui, parce que c'est ça qui se passe dans le cerveau. Dans l'analyse de la personne, c'est logique. On peut comprendre que si la personne a vraiment peur pour son enfant, par exemple, là, dans l'exemple que tu as donné, qu'elle mette en place des choses, si elle a vraiment la croyance que c'est grâce à ça que son enfant ne meurt pas. Enfin, c'est un résumé rapide, mais grosso modo, c'est ce qui se passe... de façon assez rapide dans la tête de la personne qui et souffre parfois, du TOC. ça se passe même plus. Je me dis que certaines personnes qui vont peut-être écouter ce podcast se disent moi, en fait, je me sens juste sale et je vais juste me laver et je me pose pas plus de questions que ça. En fait, peut-être qu'au début, quand le TOC s'est installé, le scénario catastrophe, vous l'aviez en tête au moment où vous rentriez chez vous. Je vais contaminer mon enfant, il va tomber malade, il risque de mourir, d'être hospitalisé, etc. Mais au bout d'un moment, il y a donc ce qu'on appelle le conditionnement pavlovien qui se met en place, c'est-à-dire que juste le fait de rentrer chez vous est associé à l'émotion de peur et il n'y a plus besoin d'invoquer ce scénario catastrophe à l'esprit pour que dans la situation, vous perceviez du danger et que vous ressentiez de la peur. En fait, c'est ce que vous avez appris à avoir peur quand vous rentrez chez vous. Il n'y a plus besoin d'avoir ce scénario catastrophe. C'est pour ça que, en fait, finalement, certaines personnes n'arrivent plus à identifier vraiment la crainte. Ils se disent juste, je me sens pas bien, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Mais il y a toujours l'obsession, là, dans ce cadre-là. Il y a toujours l'obsession et parfois même plus. Parfois même, c'est un conditionnement qui va de la situation à l'émotion et il n'y a même plus les obsessions. Ça peut arriver aussi. Ça, c'est dans des TOC, du coup, j'imagine, installés depuis longtemps. Ouais, ok. Des vieux TOC, ouais. Et du coup, avec le phénomène que tu racontes, est-ce que ça peut aussi avoir ce côté de généraliser plusieurs situations derrière et de contaminer après d'autres sphères dans notre vie pour le coup ? Absolument, puisque finalement, alors déjà pour la contamination, il y a quelque chose de très spécifique. C'est que au-delà de la généralisation, ce qui fait que très vite, les personnes qui ont un TOC de contamination se retrouvent dans une situation où tout l'extérieur du domicile est contaminé. Et il y a un espèce de sas de décontamination à l'entrée et puis l'intérieur est exempt de contamination, super propre, super clean. C'est pas que la généralisation, c'est simplement que la contamination, elle répond à une logique particulière qui est que si je touche un objet qui est contaminé, donc je porte la contamination sur ma main et je vais toucher un autre objet et il va être entièrement contaminé avec la même intensité que l'objet de base. Donc ça répond à des règles qui défient la science et la logique, mais c'est la logique du TOC qui vient vous raconter attention, là, même si j'ai touché un objet avec le petit doigt et que je touche mon canapé avec le petit doigt sur une surface, le canapé est entièrement contaminé. C'est une logique répandre, en fait, de contamination particulière. Et donc ça, il faut bien savoir que c'est pour ça qu'on se retrouve avec en général, de manière systématique, une personne avec un TOC de contamination. Au bout d'un moment, tout l'extérieur du domicile est contaminé. Peut-être la voiture un petit peu moins, c'est à moitié contaminé par l'extérieur, à moitié un peu quand même chez soi, on fait attention, on décontamine un peu le volant, etc. Mais sinon tout le reste c'est entièrement contaminé, il n'y a que chez soi qu'on est tranquille, quoi. D'accord.
Bon, là, je te donne beaucoup d'exemples avec la contamination parce que je suis partie là-dessus au début, mais on va en donner plein d'autres parce qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir justement un peu qu'est-ce que tu rencontres toi souvent dans tes consultations, par exemple? Alors, les TOC les plus communs, ça va être le TOC de contamination qu'on vient de décrire. Donc là, avec des obsessions sur la saleté et des compulsions en général de lavage. On va avoir des TOC de doute ou d'erreur où en fait ça va être les obsessions. Par exemple, je sais pas, on est posé tranquille sur son canapé en train de regarder la télé ou même dans son lit et là d'un coup, ah tiens, est-ce que tu es sûr que la porte d'entrée elle est bien fermée? Par exemple, ça peut être ça. En général, il y a une espèce de tour de contrôle à faire. Ça va être la porte d'entrée, le gaz, les lumières, est-ce qu'elles sont bien éteintes? Est-ce que j'ai bien tout débranché? Bon, bref, ça va être un peu tout ça. Il y a des trucs assez typiques. Voilà. Et donc, les compulsions qu'on va effectuer en réponse à ces obsessions, c'est des vérifications. Je vais aller vérifier. Donc, Parfois plusieurs fois. Souvent plusieurs fois, parce qu'il y a quelque chose de très spécifique à ces TOC-là. C'est ce qu'on appelle, enfin très spécifique non, parce qu'en fait on le retrouve dans tous les autres types de TOC, mais ça me permet de définir un peu ce que c'est. C'est le doute obsessionnel. Oui, ok. Donc qu'est-ce que c'est ça? On dit souvent d'ailleurs que le TOC c'est la maladie du doute. C'est ça, c'est la maladie du doute. Qu'est-ce que c'est que le doute obsessionnel? Je vais vous donner un exemple de doute normal et un exemple de doute obsessionnel. Okay. J'arrive dans mon bureau, je viens de me faire un café, je le pose, après, je sais pas, je vais me laver les mains, je vais faire ce que je veux. Je reviens et en fait, je me rends compte qu'il y a 2 tasses identiques sur la table avec du café dedans, un de la veille que j'ai oublié et celui d'aujourd'hui. Okay. Donc là, j'ai quelque chose, doute normal, lequel est mon café du jour, lequel est mon café d'hier. Donc, qu'est-ce que je fais pour résoudre ce doute? Je touche. Je sens, je regarde le fond de ma tasse si elle est... S'il est chaud, s'il est froid. C'est ça. Okay. Donc, je touche ma tasse, je sens de la chaleur sur l'une des deux et je me dis, ah bah tiens, ça c'est certainement celle d'aujourd'hui et donc l'autre c'est celle d'hier où je vois de la fumée. C'est du vécu. Toi qui bois beaucoup de café. Donc voilà, ça c'est je résous très rapidement mon doute en acceptant l'information qui vient de mes sens et qui me dit ça c'est chaud donc c'est mon café du jour quoi finalement et puis voilà je passe à autre chose. Et le doute obsessionnel c'est là où il est un petit peu piégeux parce qu'il va au-delà des sens. Il ne prend pas en considération l'information sensorielle que je lui apporte et il va au-delà, il réfute toute preuve sensorielle que je lui apporte ou toute preuve immédiate. Il va au-delà du factuel, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il va dire attends, Margot. Ok, peut-être que tu as senti de la chaleur, mais attention, t'es arrivée à vélo, en plus tu pédales super vite. Du coup, t'as certainement eu un peu chaud et donc t'as transpiré. Donc peut-être en fait, cette chaleur, elle vient pas de la tasse, mais elle vient de tes mains. Tu te dis ah ben mince, je vais revérifier. Donc je revérifie. Et là, le doute obsessionnel, je lui apporte une info sensorielle, sauf que lui, il s'en fiche. Donc il me dit ah ben non, ça je m'en fous parce que attention, ok, peut-être que tu viens de revérifier. Mais sait-on jamais, tu sais, quand tu étais jeune, tu as fait de l'accordéon, donc tu as beaucoup utilisé tes doigts et donc tu as peut-être un peu une perte de sensibilité et donc tu inventes des sensations. Alors, il peut raconter n'importe quoi. Et donc, peut-être qu'il faudrait que tu revérifies. Et donc, comme ça, je revérifie. Et en fait, il y a une espèce d'infinité de scénarios possibles qui viendraient mettre à mal ma certitude parce qu'en fait, finalement, je vais au-delà des preuves sensorielles concrètes que j'apporte. Et donc, c'est infini. C'est infini. Et après, il y a encore un double piège. C'est qu'au bout d'un moment, le doute, il nous raconte non, mais attention, ok, tu as revérifié 150 fois, mais justement, tu as vérifié 150 fois. Donc là, en fait, qui te dit que ta dernière vérification, tu te trompes pas, t'invoques un mauvais souvenir et en fait, c'est une autre vérification, tout se mélange et tu sais pas, en fait, si ça se trouve, c'est une vérification d'un autre jour ou voilà. Donc là, il faut revérifier pour être sûr de nouveau. En fait, le doute obsessionnel part d'une pensée. Et c'est ce qui fait que parfois on se demande, mais attends, je sais pas si vous avez connu des personnes qui ont un TOC, mais on se demande, mais pourquoi il va vérifier 300 fois, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit, ça devrait suffire. En fait, c'est le doute obsessionnel qui justifie qu'on va vérifier 70 000 fois la même chose et qu'à la fin, on n'est toujours pas plus sûr qu'au début. Et là aussi, généralement, quand on arrête de vérifier, c'est pas que ça y est, on a la bonne réponse, que tout est résolu. C'est que finalement, on en a trop marre. Il faut bien aller se coucher au bout d'un moment. Il est 3h du mat. Et c'est bon, quoi. Ça, c'est important ce que tu dis parce que ce n'est pas que des exemples extrêmes. En fait, c'est ce qui toi, tu vois en consultation, ça a vraiment un impact énorme sur la vie des personnes, en fait. Ouais.
Absolument, Ça ouais, prend énormément de temps. Hein. On se rend pas compte, mais effectivement, très vite, le quotidien d'une personne avec un TOC peut être complètement envahi par les obsessions et les compulsions, et il peut y avoir plus que ça au bout d'un moment. Ouais. C'est-à-dire que toute la vie de la personne s'adapte autour du TOC. Enfin, s'organise autour du TOC, absolument. On peut même avoir ça, c'est hyper courant, donc pareil. On part de chez soi le matin, on aimerait bien être sûr de chez sûr, d'avoir bien éteint les plaques, etc., etc. Il y en a qui vont prendre des photos pour vérifier après sur les photos. On peut aussi appeler, je sais pas, on habite avec quelqu'un, on va appeler cette personne pour lui dire est-ce que tu peux juste vite fait revérifier les plaques parce que je suis pas sûre, est-ce que tu peux m'envoyer une photo, etc. Enfin voilà, ça peut aussi, même si on a une activité professionnelle la journée et qu'on n'est plus chez soi, on peut continuer à vérifier et à se repasser même faire des vérifications mentales, se repasser les scénarios de quand on a vérifié si les plaques étaient bien éteintes, etc. etc. Ça peut prendre énormément de place, quoi. C'est comme de la mauvaise herbe, le TOC. Et énormément d'énergie aussi, hein, j'imagine. Ouais. C'est super fatigant d'être... En fait, c'est-à-dire que étant donné qu'on doute tout le temps dans le TOC, on est tout le temps en hypervigilance. On peut aussi être absolument en train de surveiller ses pensées obsédantes tout le temps. Pensées obsédantes, c'est comme obsession. C'est la même chose. On peut être en train de les surveiller tout le temps. Donc en fait, on est tout le temps en hypervigilance toute la journée, à la recherche d'informations pour assouvir les moindres désirs du TOC. Et c'est très fatigant, ouais. En fait, c'est une recherche de réassurance permanente. Tout à l'heure, en plus, on a oublié de le dire quand on essayait de résumer un petit peu les symptômes de TOC. Donc, il n'y a pas que les compulsions qui servent à neutraliser l'émotion. Il y a aussi la recherche de réassurance. Donc, c'est quand on va impliquer un peu les proches, les personnes autour de nous, pour se rassurer. On va leur demander justement, est-ce que tu es sûre que je ne suis pas une mauvaise personne ? Parce que tout à l'heure, quand je continuerai les différents types de TOC, vous verrez, il y a des personnes qui ont peur d'être une mauvaise personne. Oui, donc est-ce que tu es sûre que je ne suis pas une mauvaise personne ? Tu es sûre que je n'ai pas fait ci ? Tu es sûre que je n'ai pas fait ça ? Bref, on peut tout le temps comme ça solliciter ses proches pour neutraliser son émotion. Et d'ailleurs, on sait que plus la famille est impliquée dans le TOC, plus la famille aide, plus la famille rassure, plus la famille s'accommode, plus le TOC grandit. S'aggrave. Parce que finalement, quand tout le monde s'organise un petit peu autour du TOC, qui est un véritable despote et qui parfois peut prendre une place très très importante au sein d'une famille ou d'un foyer, tout le monde s'organise autour du TOC pour satisfaire toutes ces demandes et il devient de plus en plus fort, quoi. C'est parce que ça le renforce parce qu'en fait, justement, donc tout à l'heure, Loïc le disait, mais quand je mets en place ma compulsion qui neutralise l'émotion ou quand je vais chercher de la réassurance, le fait que ça marche à court terme. Donc, sur le moment, je peux ressentir comme ça ce soulagement de l'émotion pénible. Le cerveau retient plusieurs choses. Il retient d'une part, tiens, quand je mets en place ce comportement, je me sens moins anxieux, je me sens moins mal, quoi, finalement. Donc, cette solution marche, cette pseudo-solution. J'insiste là-dessus. Donc, à l'avenir, quand je me retrouverai en difficulté à nouveau, je vais utiliser cette même stratégie-là et ça va remarcher. Le cerveau fait cet apprentissage-là. Donc, il va retenir ça. Et il va retenir ça un peu plus à chaque fois que je mets en place la compulsion ou la demande de réassurance. Mais il va aussi se dire autre chose. Il va se dire, OK, donc, j'étais anxieux, j'avais peur et là, ça va mieux. Ça veut dire que j'étais en danger et que là, je me suis mis en sécurité. Donc, j'étais en danger, donc il y avait vraiment un danger. Donc, j'ai bien fait... En fait, finalement, ça va renforcer la peur initiale que les obsessions sont dangereuses, que la situation est dangereuse, qu'il y a quelque chose qui se joue ici et qu'il faut que j'agisse pour que ça aille mieux. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que plus on le fait, plus on le fait, plus le cerveau a envie de le faire. Et le côté court terme est important. C'est normal d'avoir envie de se soulager à court terme. Enfin, tout le monde le fait. C'est une réaction hyper logique. Je me sens hyper mal. Je trouve une solution qui m'apaise sur l'instant. Évidemment que je vais pas me dire... Non, ça pourrait m'apaiser sur l'instant, mais en fait, je vais rester avec mon émotion et puis je vais voir ce que ça donne plus tard. Personne fait ça. Non, bien sûr. Enfin, c'est hyper... pour ceux qui sont dans des... Parce que ça, c'est des logiques qu'on retrouve grosso modo dans beaucoup de psychopathos. Si vous avez ces logiques-là, ce sont des logiques normales, en fait, d'un cerveau qui fonctionne plutôt bien. C'est juste que... Le piège, il est aussi lié à la nature de l'émotion en elle-même. C'est qu'en fait, l'émotion nous pousse à être dans l'instant et dans le court terme. Donc, en fait, comme je vous disais tout à l'heure,
elle va s'accompagner d'une tendance à l'action. Elle va nous dire là, il faut agir rapidement et efficacement pour se sortir de cet état émotionnel pénible. Donc, en fait, elle est par nature inscrite dans le court terme et nous pousser à agir dans le court terme. Et dans ces situations-là, c'est un peu dur, justement, comme tu disais, de se dire « Ah non, je ne vais pas écouter mon émotion, je vais essayer de voir sur le long terme quelles sont les conséquences, etc. » Voilà, on est dans le rapide, dans l'instant, dans le court terme, quoi. Et ça fait partie de la nature émotionnelle en elle-même. Agir à l'encontre de ces émotions, ça demande un effort, c'est coûteux, quoi. Et c'est pour ça que généralement, quand on arrive à le faire et que c'est bien installé, c'est que généralement on est quand même accompagné. Enfin, c'est difficile de le faire tout seul, quoi. C'est pas très intuitif en plus de se dire j'ai une solution, pseudo-solution, qui me fait du bien à court terme, mais je vais pas la mettre en place parce qu'en fait, justement, comme je disais, dans cette situation-là, pour moi, la compulsion, c'est la solution. Oui, complètement. Ouais, c'est la solution à mes problèmes, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il faut bien que vous arriviez à comprendre le doute. Et c'est vraiment ça, à la base de justement de ce truc-là. Il y a l'exemple du caca qui est bien pour parler de ça. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de caca dans cet épisode et dans notre podcast. Mais en gros, comme tu disais tout à l'heure, je marche tranquille dans la rue. Et si à un moment donné, je sens un truc de chaud, moelleux sous mon pied, je me vérifie en me disant tiens, est-ce que j'ai pas marché dans le caca? Et ça, ce qui nous permet de savoir qu'on a marché dans le caca, en général, c'est l'odeur. Aussi. Enfin, la première indication, c'est sensoriel, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le sensoriel nous fait nous dire tiens, ça pue, j'ai dû marcher dans la merde. Il y a un petit souci. Quoi. Et le problème, quand on doute, c'est plutôt on marche dans la rue et à un moment donné, c'est est-ce que j'aurais pas marché dans la merde? Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien sur la chaussure, mais on vérifie quand même tout le temps. Ouais, c'est ça. De savoir si on a marché ou pas dedans, quoi. Ouais. Pareil, on vous donne un autre exemple pour bien vous compreniez. Si vous étiez à un passage piéton et que vous regardez, du coup, vous vérifiez pour être sûr de ne pas mourir en traversant. Donc, vous vérifiez une fois à gauche, une fois à droite. Et là, le TOC va prendre le relais en disant tiens, et si j'avais pas bien vérifié à gauche? Donc, on regarde. C'est ça, parce que voilà, il réfute les preuves qu'on lui apporte. Il nous demande de lui apporter des preuves, mais quand on lui apporte au TOC, il les réfute. Exactement. Il va dire ah, ok, mais ça suffit pas, il faut aller plus loin, ma petite. Et plus tu vérifies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est plus on vérifie, plus on altère notre mémoire et notre capacité à être sûr, et plus on cherche à se rassurer, plus on cherche à trouver de la certitude, moins on en a. Et on n'altère pas notre mémoire, on altère notre confiance en nos propres souvenirs, en notre mémoire. Ouais, parce que la mémoire reste intacte. Et puis avec ce truc-là de... c'est comme les personnes qui ont un tag ou le TOC tag, je trouve que là-dessus ça se ressemble pas mal. C'est vraiment des personnes qui aimeraient qu'il y ait 0% de risque dans la vie, de manière générale. 0% de chance qu'il m'arrive ça, 0% de chance. Et en fait, la vie fait qu'on peut jamais être à 100% sûr de 100% tout. C'est pas possible. Et je trouve que le doute répond un peu à cette même logique de est-ce que tu es sûr à 100% de toi? Oui, c'est ça. En fait, non. Effectivement, une fois que tu as regardé à gauche, à droite, on peut se faire confiance en se disant, et c'est ce que la majorité des gens font, bon, j'ai regardé à gauche, à droite, je peux traverser. Et en fait, dans le doute pathologique, il y a, mais en fait, t'es pas 100% sûr que tu peux traverser. Il y a peut-être quand même quelque chose qui tu peux mourir, et c'est vrai. Parce que moi, les preuves que tu m'as apportées, ça me suffit pas. J'aime pas les preuves concrètes. On va aller un peu plus loin, quoi. En fait, le doute obsessionnel, plus on lui apporte des preuves, plus il va les réfuter. Et plus il les réfute, plus il va nous éloigner de la réalité. Et on voit vraiment que il y a même parfois des erreurs de diagnostic entre le TOC, d'autres troubles psychiques dans lesquels on va avoir par exemple des idées délirantes ou des hallucinations même, parce que le doute obsessionnel peut tellement nous éloigner de la réalité en réfutant les preuves qu'on lui apporte que il va nous raconter n'importe quoi et des trucs qui sont de plus en plus farfelus, et parfois il y a des erreurs de diagnostic à cause de ça. Oui, des personnes qui souffrent de TOC et qui du coup se retrouvent avec des diagnostics de schizophrénie ou des choses comme ça. Ouais. Ça arrive plus qu'on ne le pense, ouais. J'avais par exemple une personne qui avait peur d'être une mauvaise personne, donc c'est le TOC dont on va parler tout à l'heure, et qui parfois faisait des cauchemars
où il était une mauvaise personne, Ok. parce que ça faisait partie de ses préoccupations quotidiennes, quoi. Donc forcément, parfois la Donc, nuit, il en rêve, ça, ouais, bien ça sûr. se retranscrivait aussi. Oui, parce que la nuit, on cauchemarde en fonction des émotions de la journée et de ce qu'on a vécu dans la journée notamment ou dans notre vie. Mais en tout cas, c'est pour ça que ça sert à rien d'interpréter Voilà, c'est ça. les rêves et les cauchemars. C'est que en fait, c'est un traitement de l'information de notre cerveau pour nous aider d'ailleurs, qui est hyper utile dans la gestion émotionnelle. Et donc là, il rêvait parfois la nuit d'avoir des actions mauvaises, interdites, etc. Et donc en fait, le doute obsessionnel lui racontait parfois, est-ce que tu es sûr que la nuit, c'est bien la nuit et que tu es bien en train de faire des cauchemars et qu'en fait, tu n'es pas dans une perception différente de la vie où tu as l'impression que là, c'est la journée et que la nuit, tu fais des cauchemars, mais en fait, ce serait ça la réalité. Et là où tu te trouves actuellement, donc la journée, ce serait ta nuit et des rêves. Enfin, Ok. il peut raconter vraiment des trucs de fou, quoi, le TOC. Et en fait, on lui prête l'oreille. Et donc, quand on va raconter ça à un professionnel de santé, bah, effectivement, s'il n'est pas au taquet sur le doute obsessionnel, il peut Et c'est parfois se dire que c'est un discours un peu particulier et partir rapidement sur des diagnostics différents, quoi. Ça, c'est un petit point hyper important si vous êtes thérapeute et que vous soignez les troubles anxieux. Il faut vraiment essayer de bien se mettre à la page du TOC parce que c'est hyper comorbide aux troubles anxieux. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté aussi de ça et des patients qui passent à côté aussi du TOC. Il peut y avoir aussi des retards de diagnostic aussi dans le TOC aussi. Oui, des retards de diagnostic, parfois dus à des erreurs de diagnostic, mais je pense que c'est pas la raison principale. L'une des raisons principales, c'est qu'on peut tarder aussi à parler de ces difficultés-là parce que c'est stigmatisant, que justement on a des pensées cheloues, qui sont un peu tabous, dont on n'a pas envie de parler parce On a qu'on honte, en a en fait. honte. Ouais. Et voilà, et ça peut expliquer aussi le retard de diagnostic du TOC. C'est ça, vraiment un petit point, si vous vous reconnaissez dans tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment important. Déjà, si vous avez des proches qui en souffrent, ils souffrent réellement, c'est une vraie maladie. Ils ne font pas exprès pour emmerder le monde, pour se donner quoi que ce soit ou quoi. Ils en souffrent et c'est quelque chose d'incontrôlable sur le moment pour eux. Oui, ils en souffrent et ils n'arrivent pas à en sortir. Voilà, et ça a un il y vrai impact sur leur qualité de vie en plus. Donc, il n'y a pas d'envie de rester dans ça, il n'y a pas d'envie de garder son symptôme, il n'y a pas d'envie de faire toutes ces choses-là. C'est une souffrance et une maladie qui doit se prendre en charge. Et il y a effectivement des TOC insoupçonnables, c'est-à-dire que il y a même des TOC de contamination, mais de contamination mentale entre personnes. Et ça, pareil, si on n'est pas un peu informé sur le TOC, oui, on peut vite se dire que il y a peut-être des pensées délirantes en place, des choses comme ça, alors qu'il y a juste des obsessions et du doute pathologique. Je suis d'accord avec toi. Et juste aussi, je voulais rajouter, si vous commencez à vous rendre compte que peut-être ça vous parle un peu ce qui se passe, on va le détailler encore mieux, mais toutes les pensées que vous avez sont normales et vous n'avez pas quelque chose de mal en vous, de mauvais en vous. C'est vraiment l'expression du TOC et ça se prend en charge, quoi. C'est ça. Et donc, je repars sur les différents types de TOC. Ouais, justement, Est-ce que tu veux repartir un peu là-dessus pour qu'on puisse parler bien digresser là. Ouais. Si on repart un peu dans les différents types de TOC et puis pouvoir parler un peu de tous les phénomènes et notamment des pensées intrusives et des choses comme ça. Ouais. En fait, je pense que je vais même commencer par les pensées. Pour qu'après on puisse comprendre pourquoi il y a certains TOC qui existent, certains types de TOC dont je vais parler. Donc en gros, je disais tout à l'heure, les pensées intrusives, ce sont des pensées répétées, persistantes, qui dénotent parfois un petit peu de notre personnalité ou de notre système de pensée habituel. Voilà, elles vont faire tâche dans la tête et elles vont être là tous les jours, toute la journée et nous déranger, créer de la détresse. En fait, il faut savoir que de base, les pensées intrusives, c'est-à-dire ces pensées-là qui peuvent parfois dénoter un petit peu notre personnalité, elles sont tout à fait normales. Le cerveau, normale et commune. C'est ça, même. Et très commune. On a, en plus, on retrouve souvent les mêmes d'une personne à l'autre. Oui. Moi, je le dis souvent, on peut y réfléchir à 2 fois avant de vouloir partager le contenu de sa pensée avec son voisin, quoi. Oui. Voilà. Il se passe n'importe quoi dans notre tête. Voilà, le cerveau, c'est une machine à penser qui va produire d'innombrables pensées à tout instant. Et il y a plein de ces pensées-là qui sont pas forcément hyper logiques, hyper intelligentes, hyper pertinentes. Hyper morales. Hyper morales, absolument. C'est ça, si on donne des exemples, parce qu'on va y aller dans les exemples, on en donne chacune. C'est normal d'avoir une pensée du style « et si je pétais un plomb et que je faisais du mal à cette personne ?» C'est normal d'avoir des pensées du type
je suis avec mon bébé dans la salle de bain et j'ai une pensée du genre imagine je la noie. Voilà, Et si je la noie à tous les jeunes parents qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. J'avais bébé, j'ai peur de le shooter, j'ai peur de le faire tomber. J'ai peur de le faire tomber, imagine là. De m'asseoir dessus. Il y a des études qui montrent que la peur de shooter dans un bébé, ça fait partie, je crois, des 3 pensées intrusives les plus communes. Okay. Shooter dans un bébé. Mais on va voir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on peut se dire, non mais trop bizarre, pourquoi ils nous parlent de shooter dans un bébé, ceux-là, ils sont chelous quoi. Mais je vais vous expliquer, c'est d'une logique imparable. Parmi tout ce qui était... En vrai, tout est logique. Non, mais quand on réfléchit, même le TOC en lui-même, il n'est pas logique, mais quand tu connais le fonctionnement d'un TOC, si, c'est logique. Oui, c'est ça. Il y a des moyens de mieux le comprendre. Alors, cette logique imparable. Donc voilà, c'est normal d'avoir plein de pensées super bizarres, quoi. Moi, je me dis souvent, mais imagine, là, tu pètes un câble et tu commences à insulter de tous les noms, des trucs hyper grossiers, telle personne dans la rue, enfin voilà, des trucs un peu chelous comme ça, qu'on se dit, oula, mais pourquoi je dis ça, pourquoi je pense ça, c'est trop bizarre. Ou du type, t'as un couteau, t'es dans la cuisine, t'as un couteau, t'as des invités, tu dis, imagine, là, je les plante tous. Ah ouais, moi j'en ai une que j'ai tout le temps parce que elle me dérange trop, c'est genre quand je me suis en randonnée et qu'il y a un peu de vide et je me dis, imagine, c'est pas sauter dans le vide, c'est carrément pousser quelqu'un dans le vide. Je me dis, imagine, là je pète un câble et je la pousse dans le vide. Continuez l'épisode, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez bien pas. Comprendre. On va vous expliquer la suite. Donc c'est super normal d'avoir plein de pensées qui sont produites tout le temps. Et parmi ces pensées, effectivement, on ne peut pas avoir que des pensées super pertinentes et super intelligentes. Mais par contre, on peut se demander donc à ce moment-là pourquoi certaines personnes développent un TOC et d'autres non. Déjà, pour commencer, ces pensées, on peut les remarquer justement parce qu'elles vont dénoter avec notre système de pensée habituel. Moi, par exemple, je considère que je suis quand même pas quelqu'un qui a envie de pousser les gens dans le vide ou de mettre un coup de volant sur l'autoroute pour m'envoyer dans les ronces, quoi. Mais pourtant, j'ai des pensées comme ça. Mais c'est justement parce qu'elles dénotent comme ça de notre personnalité qu'on va les remarquer, qu'on va se dire « Oula, bizarre, c'est comme une grosse tache d'encre au milieu d'une page vierge, quoi. » Enfin, ça interpelle, quoi. C'est un peu de la dissonance cognitive ou pas? Effectivement, ça peut être ça, ouais. Ça peut s'expliquer genre un gouffre entre tes valeurs et ce que tu es et la pensée qui est pas du tout connectée à... Je l'avais pas entendu présenter comme tel, mais ça se pourrait. Il faudrait que je me renseigne. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est en fait, vous avez une pensée qui vous semble tellement dénotée avec ce que vous pensez, ce que vous voulez voir de vous ou du monde, que ça vous génère de l'anxiété. Absolument. Bon, ça crée de la détresse. En tout cas, c'est dissonant par rapport à soi. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi certaines personnes développent un TOC et d'autres non? C'est ce qu'on appelle un petit peu le modèle cognitif du TOC. C'est que certaines personnes vont acquérir au fur et à mesure des expériences de vie, des apprentissages qu'elles font, etc., des croyances par rapport aux pensées qui vont leur donner plus ou moins d'importance. Donc, il y a certaines croyances qu'on retrouve souvent dans les modèles explicatifs du TOC. Je vais vous les expliquer. Donc, il y a par exemple l'exagération de la menace. Donc là, pour vous donner un exemple, c'est qu'un événement ait 1% de risque de se produire ou 100% de risque de se produire, c'est du pareil au même, quoi. Ou par exemple, quelque chose va forcément mal tourner. Donc ça fait partie des croyances. Il y en a d'autres. Donc l'exagération de la responsabilité. Si un événement négatif se produit, je suis entièrement responsable. Je suis la seule et l'unique responsable de ce qui se passe, quoi, en gros. Il y a aussi la fusion pensée-action qu'on retrouve super souvent. Donc ça, c'est si je pense à un événement, il y a plus de risques qu'il se produise. Ou alors, penser quelque chose est moralement équivalent à faire l'action qui répond à cette pensée. Par exemple, il y a plein de personnes qui n'oseraient pas dire tout à l'heure, je vais prendre la voiture pour récupérer ma fille et on va mourir dans un accident de voiture. Quoi. Ou même l'écrire. C'est ça. Ou même l'écrire, ouais. Je me souviens que c'était le truc que tu nous avais fait faire quand on avait fait un cours dans le TOC. On avait écrit pensez à la personne que vous aimez le plus. Ok, super. Et maintenant, notez qu'il va mourir. C'est ça. Moi, ouais, hein, mais c'est dur. Parce qu'on a vraiment la sensation que nos pensées vont avoir une influence dans la réalité, alors que en fait, les pensées, c'est des pensées. Enfin, il faut les remettre à l'état de pensée. C'est un enchaînement de mots. Et à partir de là, on peut raconter n'importe quoi. Si les pensées étaient équivalentes aux actions, moi, je peux vous dire le nombre de fois où j'étais posée sur mon canapé et je me disais ce serait bien que j'aille courir, ça ne s'est pas pour autant transformé en action concrète. C'est facile, la life. C'est clair. Voilà. Donc voilà, il y a cette croyance-là qui peut être super prégnante.
Il y a aussi le besoin de contrôler les pensées. Donc, par exemple, mes pensées doivent être parfaitement maîtrisées et contrôlées. Je ne devrais pas avoir de mauvaises pensées. Si j'ai des mauvaises pensées, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi le perfectionnisme. Donc, si c'est pas parfait, ça n'a aucune valeur. C'est Ok. nul, ouais. Ouais. Soit c'est 100% bon, soit c'est complètement nul. Et le besoin de certitude, donc ça, c'est ce dont on parlait un peu avant, c'est j'ai besoin d'être sûr à 100% de ce qui va se passer. J'ai besoin d'être sûr à 100%. Voilà, sauf que c'est inatteignable parce qu'on disait le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Donc, ces croyances qu'on peut avoir intégrées au fur et à mesure de nos années de vie, elles vont mettre en saillance et pointer du doigt les pensées intrusives. Donc, si je pense, par exemple, que si j'ai de la fusion pensée-action et que si je pense à un événement, il y a plus de risques qui se produisent, à ce moment-là, il va falloir que je flique mes pensées pour pas qu'il y ait des pensées non souhaitables bien sûr. dans ma tête. Donc, je vais faire le flic de la pensée. De la même manière, si j'ai envie d'avoir que des pensées hyper sensationnelles, parce que les pensées veulent dire quelque chose de ma vraie personnalité, de qui je suis réellement au fond, effectivement, si j'ai une pensée comme je vais pousser ma sœur dans le vide en randonnée, je vais me dire oula, ça c'est pas ouf quoi. Il va falloir que je flique mes pensées pour ne pas avoir ce type de pensée-là dans ma tête. Oui, parce que ça viendrait dire quelque chose de toi. Ouais, Si c'est je ça. pense ça viendrait confirmer que je suis une mauvaise personne. Absolument. Si mon obsession, c'est je suis une mauvaise Ouais. personne. Ou je Ok. risque de le faire, ou Ouais. en fait, il y a le doute qui se remet en place, quoi, là. Voilà, c'est donc une des premières choses qu'on va dire aux personnes qu'on reçoit en consultation, c'est que les pensées ne sont qu'une succession de mots, un enchaînement de mots, et ça peut être parfois pertinent, mais comme ça peut être complètement naze, quoi. Voilà. Donc en gros, on a tous des pensées intrusives, Mm. tous. On a tous globalement C'est ça. les mêmes pensées intrusives, Mhm. sauf qu'il y a des personnes qui vont avoir ces pensées-là, mais qui vont pas avoir de croyances associées sur ces pensées et qui donc vont les laisser passer. Absolument. Et il y a des personnes qui vont percevoir cette pensée-là, qui va être du coup émotionnellement trop intense Ouais. ou considérée comme dangereuse ou etc. Et donc à partir de là, c'est à partir de Commencer ça à qu'on mettre peut ils vont commencer mettre, du un contrôle, toc. ouais. T'as dit tous les termes importants, si ce n'est donc en fait finalement ces croyances que j'ai intégrées au fur et à mesure de mes expériences de vie, elles vont venir pointer du doigt les pensées parce qu'elles vont les interpréter d'une certaine manière, d'une manière qui est fausse finalement. Donc les pointer du doigt en disant ah cette pensée, attention parce qu'elle veut dire que tu es une mauvaise personne. Voilà, donc en gros, ça va signaler, sonner le signal d'alarme, quoi. Et voilà ce qui va se passer. Et c'est pour ça que donc, certaines personnes qui ont peut-être moins de fusion pensée-action, moins d'exagération de la menace, etc., tout ce que j'ai listé avant, les pensées vont passer, faire un petit tour et repartir, et puis on n'en parle plus, quoi, on passe à autre chose. Pour les personnes qui ont toutes ces croyances en tête, la pensée va arriver et rester bloquée parce qu'elle est dangereuse. Et donc, je vais devoir y porter une particulière attention. Et je vais agir, je vais faire quelque chose en réponse à cette pensée pour l'annuler, etc. Bref, neutraliser le danger, quoi. Contrôler. Ouais. Qu'elle constitue. Parce que je porte mon attention dessus. En fait, la grosse différence, au-delà de la croyance, c'est aussi l'attention qui est portée sur la pensée. Si je prête pas une attention particulière à la pensée, elle s'en va. Si j'y prête une attention particulière, elle tourne en boucle, en fait, dans la tête. Ouais. Et c'est là qu'on développe une obsession. C'est ça. Okay. C'est pour ça que c'est hyper important de normaliser les pensées cheloues et les pensées intrusives pour que les gens puissent raisonner un peu l'interprétation qu'elles en font. Comme ça, elles vont plus bloquer. Bon, après, l'explication, c'est bien beau, mais ça suffit pas. Effectivement, il faudra aller un petit peu plus loin pour que les personnes y croient vraiment. Dans ces pensées, justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir, justement, quand tu dis il peut y avoir des pensées morales, compliquées ou des choses comme ça? Ça peut aller jusqu'où, du coup, ce genre de pensée? Ça revient un peu sur les différents types de TOC, mais donc par exemple, un des TOC super tabous, donc ça va être les pensées inavouables ou des thématiques tabous, par exemple les pensées sexuelles inadaptées, pensées par exemple d'agression sexuelle, pensées incestueuses, pensées pédophiles. Donc ça, c'est des choses qui sont communes et qui peuvent, chez certaines personnes, entraîner un TOC. C'est important qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et je pense que si ça vous arrive, vous n'en parlez pas non plus parce que c'est hyper stressant, angoissant. On peut avoir des pensées intrusives de ce type-là. Voilà. Et les jeunes parents, vous avez dû en avoir, vous aurez pu en avoir. Des pensées du style « et si j'agressais sexuellement mon enfant et si j'avais... un comportement déplacé avec cette personne, et il peut y avoir des idées intrusives qui deviennent du coup des obsessions. En fait, il faut comprendre que notre cerveau, tu le disais tout à l'heure, c'est une machine à penser,
Mais au-delà de ça, c'est une machine dont le but ultime, c'est la survie, c'est qu'on reste vivant. En bonne santé, c'est mieux. Et du coup, il va anticiper aussi tous les potentiels scénarios catastrophes qui pourraient subvenir, qui pourraient porter atteinte à notre intégrité physique, psychique, etc. Et du coup, on a aussi des pensées intrusives parce qu'en fait, le cerveau est en permanence en train de chercher le pire qui pourrait se produire. C'est pour ça qu'on a des... On est d'accord ? C'est ça, ben, bien sûr. tout à l'heure, on déroulait un petit peu les différentes étapes du processus TOC, on va dire, avec situation, obsession. Et on disait justement, rattaché à ces obsessions, il y a toutes les inquiétudes, les scénarios catastrophes qui seraient la conséquence des obsessions si le doute est finalement avéré. Donc, par exemple, dans ce TOC-là, des pensées tabous ou inavouables, les obsessions vont être du doute, de l'ordre du doute sur sa propre personne. Et si j'étais pédophile, est-ce que je ne serais pas un agresseur sexuel ? Est-ce que je n'aurais pas une déviance sexuelle ? Ou est-ce que je ne serais pas tout simplement un criminel ? Est-ce que j'aurais des pulsions d'assassinat, etc. Bon, bref, ça, c'est le doute. Et il y a un scénario de catastrophe qui est rattaché, qui vient dire, OK, si c'était vrai, je pourrais faire du mal à mes enfants. Je pourrais être la déception de ma famille. Je serais une abomination de la nature. Je pourrais aller en prison. Je pourrais gâcher toute ma vie. Voilà. Et donc, ça, c'est les scénarios catastrophes dont tu parles, j'imagine. Oui, c'est ça. Et comme du coup, le cerveau a quand même cette faculté d'anticipation qu'on a depuis toujours pour justement nous éviter, pour se préparer au mieux. Alors, c'est fonctionnel ou ça ne l'est pas. Du coup, on a aussi ces pensées intrusives-là en lien avec cette anticipation de notre cerveau, à part que c'est là où on en revient à une personne qui a cette même anticipation, mais la pensée va passer, et une personne qui a cette anticipation-là, et qui, du coup, va y porter attention, et va se dire « Attends, mais c'est pas normal de penser ça. » Et en même temps, on pourrait se dire « Bah oui, t'as des pensées pédophiles sur ton enfant. » Tu pourrais te dire que ce n'est pas normal. La pensée intrusive ne fait pas l'action. L'action n'est pas normale. On est bien d'accord. Par contre, la pensée n'est pas l'action. La pensée, la pensée intrusive, elle peut être normale. Elle est normale. Ouais. Et rappelons-le, en fait, je disais tout à l'heure, les pensées qui vont faire tâche, c'est celles qui sont très éloignées de notre système de valeurs, de notre personnalité. Donc effectivement, mettons, je viens d'avoir mon premier enfant, je l'aime de tout mon cœur, j'ai envie qu'il lui arrive rien. Et là, d'un coup, je lui change la couche et je me dis, non, mais si j'étais attirée, est-ce que je serais pas pédophile, attirée sexuellement par les enfants ? Là, c'est tellement opposé. Insupportable, en fait, finalement. Insupportable, ouais. C'est ça, parce que c'est très opposé à ma personnalité et ce dont j'ai envie pour mon enfant. Et du coup, il y a le flic de la pensée qui va dire, oula, hyper dangereux, là, il faut faire quelque chose pour neutraliser le danger. Et c'est là, en fait. Et c'est d'ailleurs ça la différence. Tu le disais tout à l'heure. Par rapport à la détresse associée, quand tu as une pensée... Enfin, les personnes qui ont des TOC pédophiles, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui ont des TOC à caractère de pédophilie ou ce genre de choses sont en détresse d'avoir ces pensées-là. Ce qui différencie, parce que, attention, on ne fait pas l'apologie de la pédocriminalité. Non, mais c'est important de le dire. On ne normalise pas du tout. C'est pour ça que je faisais bien la différence entre la pensée et l'action. Il y a vraiment une différence entre la pensée et l'action. Les pensées intrusives, on en a tous. Par contre, tout le monde ne passe pas à l'action, d'accord ? Le passage à l'action, lui, il est problématique. C'est criminel, c'est bloqué. C'est une autre pathologie. C'est notre, voilà. C'est ça. Il n'y a rien à voir, en fait, entre le trouble paraphilique de pédophilie. Donc, juste rapidement pour définir la paraphilie, donc c'est de l'intérêt ou du désir sexuel envers un objet de désir interdit, anormal, non consentant, non mature, animal, enfin voilà, c'est illégal, interdit. C'est ça, absolument. Donc ça n'a rien à voir avec le TOC de pédophilie. Dans le TOC de pédophilie, j'ai peur de mes pensées et j'ai peur de l'être. Ça n'a rien à voir avec le désir, l'attirance sexuelle de la personne. Une personne qui a un trouble paraphilique pédophile, elle est en accord. En fait, la pensée ne dénote pas avec le système de valeurs. Donc, c'est pas une pensée intrusive, c'est une pensée égosyntonique. On dit en accord avec la personnalité de la personne. D'une part, la personne ne va pas avoir les mêmes comportements qu'une personne qui a un TOC de pédophilie, qui cherche à tout prix à éviter toutes les interactions avec les enfants,
la personne paraphilique, elle va essayer justement d'avoir plutôt des comportements d'approche vers les enfants, et elle en tire, les interactions avec les enfants, elle en tire une gratification sexuelle. Alors que la personne avec un TOC de pédophilie, elle subit les interactions avec les enfants avec une grande détresse émotionnelle. Concrètement, ça peut donner du coup des parents qui osent plus donner le bain, qui osent plus s'occuper de leur enfant, qui osent plus s'approcher de personnes, et en fait, qui vont petit à petit éviter toute situation et commencer à avoir un impact sur leur qualité de vie, à s'enfermer vraiment dans ce doute, dans ces peurs. Donc c'est pour ça que c'est hyper important qu'on puisse passer un peu de temps sur ces pensées-là. J'avais eu en Vos pensées, elles ne veulent rien dire de vous. Et si vous avez ces pensées-là et que ça a un impact sur votre qualité de vie et que vous mettez des choses en place par rapport à ces pensées, vraiment allez consulter des psychologues formés, plutôt aux thérapies cognitivo-comportementales, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment les thérapies les plus efficaces. Mais en clinique, j'avais eu un jeune papa comme ça qui avait lui-même en fait subi malheureusement des attouchements quand il était enfant, et qui avait une énorme crainte en fait de reproduire la même chose. Il avait eu un petit garçon et il avait tellement peur d'être comme ça, tellement peur de reproduire. Il avait forcément en fait, au moment de donner le bain, les choses comme ça. En plus, on sait qu'il y a des choses qui se passent dès qu'on est face à des appareils génitaux comme ça qui sont incontrôlable, j'allais dire, mais on réexpliquera un peu mieux tout à l'heure, que en fait, il avait tellement peur qu'il avait commencé à mettre en place des comportements d'évitement, justement, pour éviter ça. Et donc, il donnait plus le bain, il le changeait plus, il le câlinait plus, parce qu'il était terrorisé. Et donc, il était arrivé en hospitalisation avec cette peur effroyable de pouvoir faire du mal à son fils. On aurait pu le catégoriser avec un trouble paraphilique, des choses comme ça, alors qu'en fait, il avait juste un énorme TOC avec des pensées intrusives de type pédophilique, je ne sais pas si ça se dit, pédophile, ça suffit. Et donc, en fait, on peut même vite, au niveau du diagnostic différentiel, se tromper, en fait, parce que c'est tellement tabou, même pour, en tant que thérapeute, si on n'est pas informé et qu'on n'est pas à l'aise avec ça, vite être dérangé, en fait, par ces pensées-là. J'ai vu une étude qui montrait qu'il y avait, je ne sais plus les exacts chiffres, mais il me semble, sur un pôle de... N thérapeute face à un texte décrivant des symptômes du TOC des pédophilies, 70% d'erreurs de diagnostic entre la paraphilie, la pédophilie et le TOC de pédophilie. Donc ça, c'est hallucinant. Ouais, effectivement, il faut... En fait, il y a aussi... Donc tout à l'heure, ça me permet de rebondir aussi sur... tout à l'heure, je parlais de gratification sexuelle des personnes qui sont pédophiles dans l'interaction avec l'enfant. Tu rajoutais aussi qu'il y a des sensations qu'on peut ressentir qui peuvent être trompeuses. Donc bref, ça me permet d'introduire la notion de réaction gynécologique qui, en fait, comme on le disait, quand on a les obsessions, doute d'être pédophile, d'avoir une déviance sexuelle, etc., avec tout le scénario catastrophe derrière, je vais faire du mal à mes enfants, je vais divorcer, je vais aller en prison, etc. J'ai même une personne qui se disait, si je suis pédophile, en fait, ça va être tellement horrible la souffrance que ça va m'apporter de me rendre compte de ça que je vais finir par me suicider. Ouais, voilà. C'est ça. C'est que ça peut pousser aussi des gens à aller vers du suicide. D'ailleurs, il y a des taux de suicide importants chez les personnes qui ont des TOC. Alors là, pour le coup, tu me poses une colle. J'avoue que je ne pourrais pas te donner de chiffres. Il faudrait qu'on recherche peut-être tout à l'heure pour répondre à cette question. Mais j'imagine que ça peut conduire en tout cas à de la dépression au moins. Ça peut arriver. Il y a plusieurs personnes que je reçois en consultation qui ont fait des hospitalisations parce qu'elles étaient en crise suicidaire bien avant leur recherche de soins, TCC, etc. Lui, typiquement, quand le jeune papa dont j'ai parlé tout à l'heure, il est arrivé après être passé au post-urgence. Enfin, je l'ai vu en post-urgence psychiatrique, en fait. Donc, il est arrivé dans un état où je pense que c'était vraiment la limite et il avait fait une tentative de suicide. Parce que c'était tellement insupportable pour lui que, en fait... c'est ça, c'était une solution à la souffrance, quoi. Oui, et puis pour lui, c'était une solution. Il préférait ça, il préférait mourir que l'idée même de faire du mal à son petit, quoi. Donc, je vous disais, il y a le scénario catastrophe qui se rattache aux obsessions de doute d'être déviant sexuellement, d'être pédophile. Donc, les obsessions de doute s'accompagnent d'une montée de détresse. Face à cette montée de détresse, on va avoir des comportements pour vérifier, par exemple, si on est pédophile, pour être sûr. Et donc, on va, par exemple,
je sais pas, être attentif à ses sensations physiques dans les interactions avec les enfants pour essayer de repérer s'il y a des signes d'une excitation sexuelle. Donc déjà de deux choses l'une. D'une part, donc première chose super importante, c'est que la réaction gynécologique, justement, dont je parlais avant, ça veut dire que face à un stimulus à caractère sexuel, le corps va, de manière très automatique et très rapide, s'activer de manière, en fait, être victime, on va dire, d'une excitation sexuelle rapide et immédiate. Avant même qu'on ait décodé le stimulus en lui-même pour savoir si finalement c'est réellement un objet de désir pour nous, oui ou non. Donc c'est vraiment une réaction immédiate. Physiologique. Physiologique. Comme une émotion, quoi. Voilà. Ouais. Comme une émotion, une évaluation hyper rapide, stimulus sexuel égale excitation du corps, qui est hyper rapide et brève. Donc on peut avoir par exemple une sensibilité accrue, des picotements, des gonflements, une semi-érection par exemple. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, mais en fait, ça ne veut rien dire de son désir. C'est juste une réaction automatique. Et en fait, tout ça, ça intervient avant l'évaluation plus consciente de la situation, où là, en fait, on peut se rendre compte que finalement, ce qui a créé cette réaction-là n'est pas du tout un objet de désir pour nous. Or, pour la personne qui a un TOC de pédophilie, il va y avoir une interprétation de ces sensations qui va être, en fait, ça veut dire que je désire sexuellement, par exemple. Et en fait, ce stimulus-là à caractère sexuel, donc ça peut être vraiment quelque chose de l'environnement, mais ça peut être une image mentale aussi ou une pensée. Donc et en plus, j'imagine que plus je porte mon focus sur mes parties génitales ou ce genre de choses, plus ça va accentuer les sensations que je peux avoir. Pour donner un exemple, à ceux qui nous écoutent, regardez, ressentez vos orteils. Donc jusqu'à présent, vous ne les sentiez pas, parce que là, maintenant, je viens de vous faire porter l'attention dessus. Et si je vous dis, regardez, vous êtes gêné de vos orteils, vous avez très envie de les bouger parce qu'ils vous font mal, là, vous allez commencer à avoir envie de les bouger. Parce que vous focussez votre attention dessus. Alors qu'avant que je vous en parle, vous ne pensiez même pas que vous aviez des orteils. C'est ça. J'ai des orteils. J'ai donc des orteils. J'ai pas d'orteils. Petit aparté, ça me fait penser à notre fille qui, en ce moment, s'endort de façon un peu plus autonome et qui nous a appelé la dernière fois pour nous dire qu'elle avait un problème et pour nous dire qu'en fait, elle avait compté, elle n'avait que 3 doigts. Tu lui as dit qu'effectivement, c'était un réel problème. Nous avons recompté les doigts ensemble et maintenant elle dort. Bon, voilà, c'était une petite aparté, mais ça m'a fait penser ça avec les orteils. Mais t'imagines, tu te rends compte que tu n'as que 3 doigts, alors qu'en fait, c'est juste que tu ne sais compter que jusqu'à 3. Donc finalement, tu vois, petite interprétation donc voilà, pour garder erronée. l'esprit, donc pour te raccrocher à ce que tu disais, c'est parce qu'on focus notre attention sur quelque chose alors qu'il y a eu une sensation physiologique et que derrière on interprète et qu'on commence à se faire tout un scénario de catastrophe. Donc il y a deux choses. Il y a la réaction gynécologique qui est présente effectivement, qu'on va interpréter dans le sens de notre crainte. Voilà, en fait, j'ai ressenti de l'excitation, alors je suis pédophile. Et il y a aussi autre chose, comme tu le disais, l'hypervigilance vis-à-vis de ces sensations. Et en fait, c'est des situations où on va ressentir de l'anxiété parce que justement, on a super peur en fait de notre réaction. Donc, on va être super anxieux en situation où, par exemple, une personne a sa nièce sur les genoux et cette personne a un TOC de pédophilie, va se dire « Oula, situation super dangereuse parce que peut-être que je suis pédophile ». Et donc, bref, elle va ressentir de l'anxiété. Et en fait, l'activation qui est propre à l'anxiété peut donner le même ressenti qu'une activation pour d'autres raisons, par exemple de l'excitation. Donc, on peut avoir des sensations qui sont similaires. Sauf qu'on va les interpréter à nouveau là, dans le sens de notre crainte qui est finalement, peut-être que je suis vraiment pédophile parce que j'ai des sensations super cheloues quand j'ai ma nièce sur les genoux, quoi. Mais je fais un parallèle avec quelque chose que j'avais déjà expliqué, je crois, par rapport dans l'épisode sur le couple, mais pour faire le parallèle, où, par exemple, on dit « Ah, je suis amoureuse parce que j'ai des papillons dans le ventre ». Alors qu'en fait, les papillons dans le ventre, c'est de l'anxiété. Mais vu qu'on l'interprète comme quelque chose de positif, alors qu'en fait, c'est de l'anxiété, on l'interprète comme quelque chose de positif et donc on se dit pas du tout « Ah, je suis stressée ». Non, on va se dire « Je suis amoureuse ». Et pourtant, c'est la même émotion de l'anxiété. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur le fait que parfois, une même émotion interprétée de façon différente ne va pas jouer de la même façon, en fait. C'est ça, mais exactement, c'est exactement ça qui se joue ici, quoi. C'est pour ça que c'est double peine, quoi. J'ai la réaction gynécologique, j'ai l'interprétation de cette réaction, j'ai aussi une réaction émotionnelle tout à fait différente que j'interprète aussi de la même manière. Donc là, c'est double peine. Donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit pour ceux qui nous écoutent. Ça peut être dérangeant, on le sait. C'est dérangeant, c'est perturbant, mais la pensée est une pensée.
et vos réactions sont dues à quelque chose de physiologique et sont majorées par le focus attentionnel que vous mettez là-dessus. Et une fois de plus, la pensée ne fait pas l'action. Exactement. Les personnes qui ont des TOC de ce type-là sont en souffrance, elles ont peur, ça les terrorise. Il y a une vraie détresse associée. Et du coup, ça n'a vraiment strictement rien à voir avec des personnes qui auraient une paraphilie. Il faut vraiment faire la distinction. Je pense que c'est important qu'on fasse la distinction des deux. En fait, et au-delà de ça, en fait, c'est tellement pas corrélé les deux qu'une personne qui a un TOC de pédophilie ou une personne qui a un TOC de faire du mal autour de lui, etc., n'a pas plus de risque de devenir pédophile ou criminel ou quoi. Il n'y a aucun lien, quoi. C'est juste deux choses qui n'ont rien à voir. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans la peur de faire du mal à d'autres, tout ce qui est phobie d'impulsion, etc. Les phobies d'impulsion, typiquement, on sait que c'est très présent chez les jeunes parents parce qu'ils se retrouvent face à un nourrisson qui est un être ultra fragile et dépendant, etc. Et que du coup, on a énormément de pensées. Et moi, très sincèrement, je sais que j'aurais pu développer des phobies d'impulsion si j'avais pas été psychologue et que j'avais pas été informée que ça existait, parce que effectivement à la naissance de ma fille, mais j'avais tellement de pensées en fait que je pense que si j'étais pas informée, j'aurais vraiment pu développer ce genre de truc, quoi. Même quand on est psy, même si on est nous professionnels, etc., ça n'épargne personne, les pensées intrusives. C'est vraiment très très commun. Oui, parce que c'est un phénomène normal finalement. Donc ce serait très bizarre qu'on n'en ait pas aussi, quoi. Nous sommes normaux. Après ce bref aparté sur les pensées inavouables, je vais continuer un petit peu sur les différents types de TOC pour que personne ne soit laissé pour compte. Donc, il y a aussi des TOC qui sont hyper communs, qui sont les TOC de malheur et de superstition. Donc, par exemple, je vais pas m'habiller en noir parce que vu que c'est la couleur du deuil, peut-être que si je m'habille en noir, ça va faire que quelqu'un aujourd'hui dans mon entourage proche meurt. Crainte de porter malheur à soi-même ou aux autres. Il y a des chiffres qui sont chanceux ou malchanceux, des couleurs qui portent bonheur. Enfin voilà, c'est un petit peu. Donc ça, c'est les obsessions. En termes de compulsion, en réponse à ces obsessions, on peut avoir donc des rituels conjuratoires, par exemple, je sais pas, remplacer une pensée négative par une pensée positive pour pas que. Qui ne croise pas les doigts? Ouais, c'est clair. Ou touche du bois. Moi, je touche du bois. Croiser les doigts quand tu dis un gros mytho parce que tu te dis que ça va compenser, alors que on peut se pencher 2 minutes sur l'effet de croiser les doigts sur la pensée. Enfin, zéro. Exemple, tout à l'heure, tout à l'heure, on venait de commencer le podcast et j'ai vu un chat noir passer devant. Je me suis dit, ça y est, c'est ça notre va mal chat. se passer. Ça s'appelle Mocha, si tu veux tout savoir. J'avais déjà vu en plus. Moi, par exemple, un truc, alors que je sais que je suis psychologue, je connais les trucs et tout, mais un jour, j'ai fait tomber dans ma voiture une pièce de 5 centimes. Et en fait, je l'ai retrouvée sous mon tapis. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi je devais être un peu anxieux ce jour-là, je me suis dit, imagine, c'est peut-être grâce à cette pièce que tu n'as jamais eu d'accident. Ah ouais. Et du coup, je l'ai laissé, cette pièce. Et en plus, ça s'est généralisé. C'est logique, finalement. Non, mais alors, en plus, ça s'est généralisé parce que du coup, j'ai une pièce sur chaque tapis. Oui. Et alors, c'est pas un toc parce que ça m'envahit pas, qu'il n'y a pas de souci dans ma vie, mais ça reste dans ce même phénomène-là. Et en plus, la dernière fois, t'as nettoyé la voiture, t'as voulu les enlever. Ça va pas la tête, non, mais il rentre dans la maison, il fait t'as enlevé les pièces sous les tapis. Je me suis dit, mais pourquoi il y avait 4 pièces sous chaque tapis? Il me dit, parce que c'est grâce à ça. Il fait c'est grâce à ça que t'as jamais eu d'accident. C'est clair. Après, des petits comportements comme ça, effectivement, on peut tous en avoir quelques-uns. Moi, je sais, celui que j'utilise tout le temps, c'est que je décroise mes jambes pour trinquer à la santé de quelqu'un, parce que sinon j'ai l'impression que je croise les jambes, donc que je mens, donc je me dis je vais pas mentir en disant santé aux gens. Ça, c'est mon petit toc personnel, mais que je garde volontiers. Et en fait, effectivement, à partir du moment où ça va pas être trop envahissant, ça va pas faire souffrir, ça va pas prendre trop de temps dans la journée. Bon, c'est pas un toc, c'est un petit comportement un peu superstitieux. Oui, quoi. Mais comme d'hab, en fait, tout est une affaire de continuum, c'est ce qu'on disait au début. Et nous sommes comme vous, hein, donc forcément, on a nous aussi des petites choses comme ça. Et l'idée que vous pouvez faire, si vous ne savez pas si c'est un toc ou juste un petit truc du quotidien, c'est là, typiquement dans mon cas, est-ce que je suis en capacité ou pas de faire un trajet sans cette pièce? Non, je ne suis pas du tout capable. Si je ne suis pas du tout capable, on peut se poser la question. Si ça me provoque une énorme détresse et que j'arrive pas à la tolérer, il faut se poser la question. Par contre, si j'y arrive, Oui, effectivement, très bonne question. En fait, est-ce que ça, c'est un toc ou pas? Parfois, on peut se poser la question, même des personnes qui ont plein de tocs se demandent, mais ce comportement, est-ce que c'est vraiment un toc
ou pas en fait. Donc déjà, il y a cette réponse-là de quel est mon niveau de flexibilité là-dessus? Est-ce que je suis capable de ne pas mettre en place ce comportement? Et par ailleurs, il y a aussi pourquoi j'effectue ce comportement? Est-ce que ça me rapproche de mes valeurs ou est-ce que en fait ça diminue mon anxiété ou mon émotion inconfortable? C'est aussi ça la question à laquelle il faut répondre pour savoir si c'est un TOC ou pas, quoi. Complètement. Au-delà du niveau d'envahissement. Donc ça, c'est donc les TOC donc de superstition. Et tu disais qu'il y avait un autre type de TOC aussi tout à l'heure. Ouais, il y a donc celui-là, il est aussi assez connu. C'est le TOC de symétrie, d'exactitude ou de juste comme il faut. Donc très souvent, quand je parle de celui-là, on pense aux personnes qui rangent, qui trient, qui placent les objets au millimètre près, etc. Ça s'arrête pas là. Ça va un peu au-delà. Ça va être aussi je trouve que c'est bien résumé par l'exactitude ou le juste comme il faut. Ça peut être en fait, tout simplement, l'obsession, c'est la pensée qui nous dit « Ah là, c'est pas comme il faut, il y a quelque chose à corriger ». Et donc, il faut répéter l'action jusqu'à ce qu'elle soit bien effectuée. Mais ça peut être même dans comme je disais tout à l'heure, un geste, la manière de fermer la porte. Je ne l'ai pas fermée comme il faut. Il faut que je répète l'action pour que ça réponde à un certain nombre de critères ou que je sente ce déclic intérieur qui me dise que c'est fait comme il faut. Et si c'est pas fait comme il faut, ça peut se mélanger un petit peu à un toc de malheur ou de superstition. Il va m'arriver quelque chose aujourd'hui. Ou bien, si c'est pas fait comme il faut, je peux pas continuer ma journée, je peux pas passer à autre chose, je vais être obligée je vais être bloquée, quoi, ça va trop m'envahir. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le toc d'exactitude. Ça peut aussi être, je dois terminer toutes mes actions en répétant une espèce de phrase mantra. C'est bon, c'est fait, je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est des tocs que j'ai déjà rencontrés. Et il faut le dire de la bonne manière. Il faut vraiment que je le ressente à l'intérieur que quand je le dis, pour pouvoir passer à autre chose, à l'activité suivante, dans ma routine du matin, par exemple. Sinon, je peux pas, je dois refaire. Il y a d'autres tocs dont on n'a pas parlé. Alors je sais que j'avais une patiente qui avait des tocs blasphématoires, donc ça vient un peu dans les trucs moraux. C'est peut-être moins classique aussi. Salut, c'est Alice, l'ingé son qui monte les épisodes de ce podcast. Petit message pour vous dire qu'avec l'équipe du Militant Psy, nous avons eu un petit souci technique sur cet épisode. Alors rien de grave et rien qui vous empêchera de profiter de ce superbe échange, mais la qualité sonore de ce qui va suivre risque d'être un tout petit peu différente. On s'en excuse et je vous laisse retourner à votre épisode. Très bonne écoute. Le TOC peut envahir aussi la pratique religieuse. Ça va être un peu la famille du TOC éthique, bien et mal. En fait, tous les TOC peuvent aussi se mélanger. Je me rappelle de quelqu'un qui avait un TOC de contamination dans sa pratique religieuse. Donc, avant de pratiquer, de faire ses ablutions, il fallait être entièrement propre et complètement propre. Et ça donnait des rituels de lavage qui étaient longs, laborieux, qui pouvaient fragiliser la peau parce que c'était avec des produits qui était très extrême dans sa décontamination avant les ablutions. Et bien sûr, ça n'avait rien à voir avec la religion. Là, c'était le TOC qui avait envahi la vie religieuse de la personne. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Finalement, le TOC et le doute, il peut se saisir un peu de n'importe quoi aussi. Absolument, même s'il y a des thèmes classiques quand on tourne dans la littérature, il y a tout un tas de variétés possibles dans le TOC. C'est ça, il y a des personnes qui peuvent développer un TOC autour de leur orientation sexuelle, donc qui ont du doute sur l'orientation sexuelle, et donc ça va pas être du doute normal, comme on l'expliquait tout à l'heure, où on peut se poser des questions sur son orientation sexuelle, qui sont tout à fait légitimes, normales, etc. Là, ça va vraiment s'organiser comme un TOC, et ça va de nouveau rien à voir avec sa vraie orientation sexuelle. Ça va être j'ai peur, par exemple, de tomber amoureuse d'une femme pour une raison X ou Y, et on va organiser, le TOC va se saisir de cette thématique-là et se greffer dessus, où on va, autour de cette crainte-là, avoir des compulsions qui se mettent en place pour vérifier, parce que le doute est insupportable. Voilà. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une patiente d'ailleurs qui a eu cette chose-là avec. C'était des patients hétérosexuels du coup, et qui étaient en couple. Est-ce que ils avaient un peu un mélange de TOC du coup, d'orientation sexuelle et aussi amoureux. Et il y avait un peu l'idée de j'ai eu une approche avec une amie, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai une pensée intrusive de et si tu étais attiré par ton amie et qui a commencé à vérifier son corps.
a eu cette sensation au niveau donc, des parties intimes, comme on a Pareil, dit, ouais, physiologiques, et a commencé à se poser des questions, de dire ah mais tiens, mais si j'ai ressenti ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose, et donc peut-être que je me trompe, et donc peut-être que je vais perdre mon copain. Ouais, ça c'est le scénario catastrophe qui se rattache aux obsessions. Par exemple, obsession, doute sur l'orientation sexuelle, et là donc le scénario catastrophe ici qui vient de mettre en saillance les obsessions, ça va être je me suis peut-être trompé sur mon orientation sexuelle, et donc je vais devoir quitter cette vie qui me plaît et dans laquelle je suis bien. Voilà, moi j'avais quelqu'un aussi qui se disait si effectivement je suis homosexuelle, ça veut dire que j'ai vécu toute ma vie dans le mensonge. Ça c'était le scénario catastrophe. Toute ma vie dans le mensonge, à mentir à mes partenaires, à me mentir à moi-même. J'ai vécu dans le déni, quoi. Et ça c'était le scénario catastrophe qui venait donner de l'importance aux obsessions, les mettre en avant dans c'est la pas pensée, forcément des personnes il n'y a pas d'homophobie en fait. Il y a des scénarios catastrophes associés, mais c'est pas forcément des personnes pour lesquelles elles n'ont pas forcément de problème avec l'homosexualité en soi. C'est plus que c'est le scénario catastrophe associé à une perte de la vie actuelle ou ce genre de choses qui vont faire qu'elles vont développer un TOC. Moi j'avais une patiente qui avait développé un TOC homosexuel comme ça, parce qu'elle avait fait un rêve homosexuel, érotique homosexuel. Et du coup, elle s'était dit, mais si je rêve de ça, ça veut dire que peut-être que... Et du coup, avec plein de questionnements et tout ça, et c'était devenu une obsession. Et avec le doute avec la peur de se tromper, ce que ça pourrait engendrer de se tromper, mais du coup, il y avait quand même des obsessions autour de ça, des vérifications, elle était en couple, et ça donnait un peu la même chose, un mélange de TOC amoureux et de TOC homosexuel. Et du coup, c'est important de vous poser cette question-là. S'il y a vraiment un truc qui est devenu envahissant, c'est très normal de se poser des questions sur sa sexualité. Comme ça, tout le monde a dû avoir des moments où on se dit tiens, est-ce que je pourrais être attiré ? Et on peut avoir un comportement du coup d'approche, comme tu disais, de dire tiens, est-ce que ça m'attire ? Non, oui, voilà. Mais le doute ne va pas s'installer. Ce qui fait vraiment la différence, et c'est pour ça qu'on ne sait pas à tous douter de votre orientation sexuelle, c'est vraiment la particularité d'un TOC où on va commencer à mettre du doute. Il va y avoir de l'inquiétude et des comportements, du coup, pour neutraliser cette émotion de détresse, quoi. Ça s'organise vraiment comme un TOC avec toutes les étapes du processus qu'on a déclaré tout à l'heure, quoi, qu'on a détaillé, pardon. Du coup, finalement, avec toutes ces choses, parce qu'on a bien détaillé dans tous les TOC qui arrivent, finalement, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce que ça soigne un TOC ? Oui. C'est ça qui est cool. Est-ce que toi, tu y arrives dans ta clinique ? Est-ce que toi, tu fais des choses Donc moi, comme je disais tout à l'heure, je travaille dans un service de consultation TOC. Donc je reçois des personnes qui viennent me consulter pour leur TOC. Et voilà, donc effectivement, avec la thérapie, le traitement de première intention pour le TOC, c'est la TCC. C'est ce qui a fait le plus ses preuves dans la littérature. Au-delà du traitement antidépresseur, etc. Bon, c'est des béquilles qui peuvent être super intéressantes, les antidépresseurs, quand on a un TOC. Le traitement roi, on va dire, ça va être la TCC. Voilà, en gros, comment on fait ? Ça va être la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse. Donc, dans les grandes lignes, ça veut dire que progressivement, après tout un travail de psychoéducation, comme on vient grosso modo le faire ici, on va exposer la personne aux situations qui vont générer les symptômes de TOC, donc les obsessions, l'anxiété et la compulsion, avec l'idée que même si jusqu'à présent, avant que la personne vienne nous consulter, son ennemi juré, c'était l'obsession et l'anxiété, et sa solution au problème, c'était la compulsion. Là, on va prendre le problème à l'inverse, c'est que les obsessions, c'est des pensées intrusives, c'est OK, on en a tous. L'anxiété, c'est OK, c'est cool, on en a tous et toutes. Et la compulsion, par contre, au lieu d'être notre solution, ça va devenir notre ennemi de la TCC, quoi. La compulsion, la demande de réassurance, et j'ajoute aussi une notion dont on n'a pas encore parlé, l'évitement. Voilà, l'évitement, ça désigne en fait le fait de ne pas s'exposer donc aux situations qui vont générer les symptômes de TOC. Par exemple, j'ai des TOC de vérification. Quand je sors de chez moi, je suis obligée de vérifier pendant 1 heure ma porte d'entrée. Finalement, je ne vais pas aller à la boulangerie parce que en fait, j'ai trop la flemme de me taper 1 heure de vérification, quoi. Ça, c'est l'évitement. L'évitement qui va isoler et qui va créer des conséquences. Ça, c'est plus pour les thérapeutes, mais chercher à mettre du doute dans le doute, ça marche pas trop. On ne fait pas de restructuration cognitive dans le TOC, c'est pas très efficace, quoi. De toute façon, les personnes, elles l'ont déjà fait. Elles l'ont déjà fait d'elles-mêmes. Ça fait partie des compulsions. Par exemple,
des recherches internet sur, je sais pas, l'orientation sexuelle, les trucs comme ça. Donc les personnes ont déjà fait tout ça, hein, donc elles sont déjà au taquet là-dessus. Ça sert à rien de le refaire en thérapie en cherchant à faire de la restructuration cognitive. Pour vous donner un exemple, du coup, la cible vraiment de nos attaques, c'est si vous reprenez l'idée que donc l'obsession va déclencher un comportement qui vient rassurer, en fait, on va essayer de développer de nouveaux apprentissages avec l'idée que, voilà, regarde, quand tu fais plus de compulsions, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, exactement. La personne on se met volontairement dans la situation qui déclenche les obsessions et l'anxiété qui sont OK. Et en fait, au lieu d'utiliser la réponse habituelle qui est la compulsion, qui vient neutraliser l'anxiété, donc c'est la réponse, c'est vraiment je mets en place ma compulsion dans l'urgence et l'immédiateté, donc ça c'était la réponse habituelle. Au lieu de faire ça, on va rester dans la situation qui déclenche les obsessions et l'anxiété sans mettre en place la compulsion. Voilà, donc l'idée là-dedans, c'est déjà de montrer au cerveau qu'il n'y a pas d'urgence à mettre en place la compulsion. Le cerveau va se dire, bon, déjà, peut-être que si je le fais pas, si je prends la décision de m'exposer à la situation sans mettre en place la compulsion, la situation, elle est peut-être pas si dangereuse que ça. Donc là, il fait cet apprentissage-là. On n'efface pas les anciens apprentissages, on en crée de nouveaux. Et le but, c'est que ces nouveaux apprentissages soient beaucoup plus forts que les anciens pour venir écraser les anciens apprentissages et du coup développer de nouvelles stratégies d'adaptation face aux situations. C'est ça. Si on refait un exemple avec donc l'histoire des pièces, si vous avez bien suivi, si je fais ma petite analyse fonctionnelle, c'est grâce aux pièces qu'il n'est rien arrivé dans la voiture. Et je ne peux plus prendre la voiture s'il n'y a pas cette pièce. Donc maintenant, je vais aller voir si effectivement j'enlève ma compulsion qui me rassure, si j'enlève la pièce, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que mon obsession se réalise ou pas? Voilà, c'est ça, parce qu'en mettant en place la compulsion, je m'empêche de faire le constat finalement que la crainte que j'avais dans cette situation-là ne se réalise pas. En fait, quand on parle d'ancien apprentissage et de nouvel apprentissage, l'ancien apprentissage, c'est celui qui dit « attention, cette situation est dangereuse. Il y a quelque chose qui se joue là, il faut que je mette en place la compulsion pour me sauver, quoi, finalement. » Ça, c'est l'ancien apprentissage. Nous, l'exposition, on va la créer pour que la personne puisse faire un nouvel apprentissage plus fonctionnel qui vient dire « ah bah finalement, la situation, elle n'est pas si dangereuse que ça. En fait, ça va, j'ai pas besoin de ma compulsion. » Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à faire. Et pour ce faire, donc la personne va se mettre dans des situations anxiogènes qui déclenchent les obsessions et l'anxiété. Et progressivement, on va diminuer ou supprimer la compulsion. Donc ça va générer des émotions désagréables et c'est le but aussi. C'est ça. Et voilà. En fait, l'objectif in fine, c'est aussi que la personne fasse le constat que l'anxiété n'est pas son ennemi juré et que quand elle ressent de l'anxiété ou de la culpabilité, on l'a dit, il y a d'autres émotions, ou de la peur ou du dégoût, elle n'est pas obligée de mettre en place urgemment quelque chose pour supprimer cette émotion. En fait, quand on est dans cette position-là, on est dans une position TOC et on considère que l'émotion est notre ennemi. Nous, on va apprendre à tolérer un petit peu l'émotion et donc à se mettre dans la situation, ressentir l'émotion et la laisser telle qu'elle, sans rien faire, sans mettre en place cette fameuse tendance à l'action dont on parlait, pour montrer que l'émotion n'est pas dangereuse et que la situation n'est pas dangereuse. Donc, bien évidemment, tout ça, ça se fait accompagner par des personnes formées dûment à la TCC, en thérapie cognitive comportementale. Avec des professionnels de santé. Avec des professionnels de santé. Ne faites pas des expositions surprises à des gens qui ont des tox, donc quelqu'un qui s'expose est quand même volontaire à s'exposer, quoi. Donc, c'est ça. On s'improvise pas thérapeute sur le TOC. Je peux donner un petit exemple d'exercice d'exposition juste pour que ça illustre un petit peu mieux peut-être. Par exemple, mettons, j'ai un TOC de malheur et de superstition où justement, je vais reprendre l'exemple de je ne porte pas de noir parce que c'est la couleur du deuil. Et donc, si je le mets, en fait, je vais me porter malheur. Donc, je risque de perdre un proche ou moi-même de mourir dans la journée, quoi. L'exercice d'exposition, ça va être par exemple de justement s'habiller tout en noir pour activer la crainte du TOC, la crainte centrale. Si je porte du noir, il va m'arriver malheur. Donc, j'active cette crainte. Je me mets dans la situation. Je n'ai pas en place... ma réassurance en me disant non, mais c'est que de la superstition, tout ça, il n'y a pas de souci, il ne va rien se passer. Tout ça, je ne le mets pas en place. Et en fait, à la fin de la journée, mon cerveau va être obligé de faire le constat qu'il y a un creux qui s'est créé entre la réalité de ce qui s'est passé aujourd'hui et ma crainte initiale
activé en début de journée et donc va être obligé de faire un nouvel apprentissage qui intègre la réalité et qui dit finalement porter du noir c'est pas si dangereux que ça. Et c'est ça un petit peu qui se passe dans l'exercice d'exposition. Un seul ne suffit pas bien évidemment, il va falloir les multiplier, il faut faire preuve de créativité, faut y aller, faire plein d'expositions différentes et au bout d'un moment, en fait, l'apprentissage que porter du noir n'est pas si dangereux que ça, quand je vais le faire et le refaire au fil des exercices d'exposition, ma compulsion, qui est donc, si vous l'avez bien compris, le facteur de maintien du TOC, va devenir inutile au bout d'un moment. Puisqu'en fait, porter du noir, c'est pas dangereux. Donc, j'ai pas besoin de me rassurer, par exemple. Tu aurais quoi comme conseil à des proches qui vivent avec une personne qui a un TOC? Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Très bonne question. Comment se comporter face au TOC de son proche? Donc déjà, on a bien conscience en tant que professionnel que c'est une position qui n'est pas facile, qu'on peut être parfois un petit peu instrumentalisé par le TOC de notre proche, et que ça peut être désagréable, ça peut nous mettre dans des situations inconfortables, on peut être amené à ne plus inviter personne à la maison, par exemple. Enfin, voilà. Et c'est pas facile. C'est pas facile, et parfois, en voulant aider, justement, on va prendre un petit peu ce rôle de compulsion par un tiers, en gros, qui va aussi renforcer le cercle vicieux du TOC. On veut aider, mais finalement, on ne sait pas trop comment faire et on peut se retrouver à justement favoriser les évitements en arrêtant d'inviter du monde à la maison si la personne a un TOC de contamination, ou participer au lavage, ou ne pas porter soi-même du noir, etc. etc. En fait, répondre aux sollicitations du TOC de notre proche. Et ça renforce un petit peu le cercle vicieux aussi. Donc, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu essayer de se sortir de ce cercle vicieux en arrêtant progressivement de répondre aux sollicitations du TOC, tout en faisant preuve d'empathie avec la personne et aussi en explicitant aussi le fait qu'on arrête de participer et pourquoi on le fait. Ça, c'est important, sinon effectivement, ça peut créer des tensions, des altercations pas très agréables. Voilà, donc expliquer pourquoi et sortir un petit peu du cercle vicieux en arrêtant de mettre en place les compulsions avec la personne, quoi. Et pour des personnes qui souffriraient, qui se seraient reconnues dans cet épisode d'un TOC, qu'est-ce que tu conseillerais pour le coup? Ce que je vous conseillerais, donc déjà, pour des petits trucs du quotidien, tout d'abord, normaliser les pensées intrusives, arrêter de fliquer ses pensées, dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas facile, c'est bien beau dit comme ça. Surtout, le premier conseil que je donne en général aux gens, c'est d'éviter les évitements, en fait, c'est ça. Donc, commencer à réduire un peu les évitements, à se réexposer un petit peu aux situations qui nous font peur et à accepter la part d'anxiété qui va avec. C'est la vie. Dans la vie, on ressent de l'anxiété quand on fait des activités. Donc voilà, limiter les évitements. Troisième chose, restez actif, faites des choses qui vous plaisent, et ayez des activités qui vont dans le sens de vos valeurs, qui sont plaisantes et importantes pour vous. Ça, c'est une des recommandations les plus importantes que je pourrais vous faire. Et après tout ça, bien sûr, faire appel à un professionnel de santé, par exemple un psychologue TCC, un psychiatre si vous souhaitez commencer un traitement antidépresseur. Donc, c'est bien les traitements antidépresseurs pour le TOC. Et voilà, commencer une TCC. Et surtout de ne pas tarder, quoi. Un TOC pris tôt, ça se prend bien en charge, quoi. C'est ça. Ouais. C'est pas parce que vous avez un TOC depuis 25 ans que c'est foutu, pas du tout. J'ai connu plein de personnes qui avaient des TOC depuis plusieurs années et ça s'est bien passé. Et on a réussi à rendre leur quotidien à nouveau plus facile et plus dicté par ce despote qu'est le TOC et à guérir, c'est possible. Mais par contre, effectivement, plus vous allez tôt voir un psychologue, plus ça va être facile de se défaire du TOC. Voilà. Donc, si on avait un conseil le plus prudent à vous donner, c'est aller rencontrer plutôt un thérapeute. Alors, parce qu'on a vu des dégâts aussi, nous, dans nos prises en charge. Vraiment un thérapeute qui connaît le TOC, qui est formé à ça, qui est formé aux thérapies cognitivo-comportementales. C'est vraiment hyper important pour ne pas augmenter vos peurs et augmenter les compulsions par la suite. Le risque, c'est après de rencontrer des professionnels qui, du coup, se centrent en plus sur les obsessions, et du coup, de reporter le focus sur vos obsessions. C'est ça. Et alors là, il n'y a rien de pire pour faire flamber. Absolument. Ça, quoi. Parce que c'est ça qu'il aime. Le TOC, il est à fond sur les obsessions. Moi, c'est ce que je dis toujours en thérapie. De toute façon, je ne vais jamais vous demander combien d'obsessions vous avez eues dans la semaine. C'est pas que je m'en fiche, mais un peu quand même. Les pensées intrusives, c'est hyper normal. Moi aussi, je pourrais vous compter mes pensées intrusives de la semaine. Ce serait pas très intéressant, quoi. Et effectivement, il y en a plein qui mettent le focus là-dessus, alors qu'en fait, pas du tout. Notre cible, c'est les compulsions.
Bon, Un c'était épisode très riche. riche Merci. et peut-être complexe sur certains aspects. N'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois s'il y avait des notions un petit peu plus complexes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en guérit. Voilà, on peut ne pas finir sa vie avec son TOC. On peut se séparer de lui, de cette relation toxique avec lui. C'est ça, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment ça. C'est une relation abusive, ouais. C'est vraiment une relation abusive où c'est le TOC qui décide du reste de la vie pour vous et pour les proches, donc ça fait quand même beaucoup de personnes. Donc on peut en guérir. Vous ne faites pas exprès, vous en souffrez réellement. On sait que c'est C'est une difficile. maladie. On a aussi parlé de choses peut-être un peu plus dérangeantes dans cet épisode et c'était normal, mais c'était hyper important qu'on puisse en parler pour lever le tabou là-dessus. Parce que je pense que plus le tabou sera levé sur les phobies d'impulsion ou les TOC avec des pensées un petit peu plus immorales, ça pourrait déjà permettre à démocratiser et à empêcher qu'il y ait des TOC aussi qui se développent. Le fait de savoir, c'est pouvoir. Et le doute est... Exactement, savoir c'est pouvoir, ça c'est hyper important. Et puis surtout, le doute et le tabou, c'est le terreau du TOC pour développer. Ah oui, mais carrément. C'est l'engrais même, c'est le fertilisant. Tu changes de synonyme. Allez, pendant 10 minutes. On peut s'arrêter là. C'est vraiment hyper important de normaliser vos pensées, comme tu disais Margot. On en a tous. C'est pour ça qu'on en a parlé de ces pensées difficiles à avouer. La honte, c'est ce que tu disais aussi, c'est le principal ennemi de la prise en charge et du retard de diagnostic et de prise en charge. Oui, carrément. Merci Margot. Merci à vous pour tout ça. C'était précieux et on était trop contents de t'avoir sur cet épisode. Tu fais un travail incroyable. Tu représentes, parce qu'on n'invite que des militants aussi, et tu représentes vraiment ce genre de choses pour nous. Tu te formes, tu es fort dans ton sujet et merci pour tout ce que tu nous as donné comme information. De personnes et donc merci pour tout ton travail, pour tout ce que tu nous as apporté ici. Merci Alice pour le montage de cet épisode, comme toujours. Et puis n'hésitez pas à réagir sur les reels si vous avez des questions plus précises sur tout ça. On reste dispo et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode, mercredi prochain. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.